Bonjour à tous, bienvenue pour l'atelier consacré à la décarbonation de votre cycle de production qui s'inscrit dans le cadre du jour E, comme l'a dit Anne Guérin en introduction, et dans le cadre du plan climat de BPI France, et en particulier dans le cadre de ce deuxième pilier qui consiste à accompagner les entreprises dans leur transition énergétique. Alors, la décarbonation de l'industrie, c'est un gros sujet. Quelques éléments de contexte en introduction. C'est un secteur qui génère environ 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, qui ont fait le troisième secteur émetteur après celui de la mobilité et du bâtiment. C'est un secteur qui est soumis à de fortes obligations, comme on le verra par la suite. Un cadre, celui de la stratégie nationale bas carbone, qui vise à faire de la France une France neutre en carbone d'ici à 2050, et avec des objectifs importants en matière de décarbonation de l'industrie. D'ici à 2030, moins 35% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015, et à horizon 2050, une réduction de moins 81% de réduction des émissions. Donc on voit que ce secteur est quand même soumis à de très fortes obligations, mais on entrera dans le détail par la suite. Les entreprises donc, sont soumises à de fortes obligations, comme j'ai dit, mais ce sujet de la décarbonation présente aussi des opportunités en matière notamment de développement de nouveaux marchés ou encore de gains énergétiques. On va le détailler à travers des solutions concrètes. Le sujet de la décarbonation concerne l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie, de l'amont, à travers notamment l'utilisation d'intrants, en passant par le milieu de la chaîne, celui du cycle de production, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire celui de l'amélioration des process, de l'efficacité énergétique, de la production de chaleur renouvelable ou de récupération de chaleur fatale. Mais le sujet de la décarbonation concerne aussi au sens large celui de l'aval, à travers la récupération de la matière, du recyclage ou encore de la valorisation et du stockage du CO2. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est bien le centre de cette chaîne de valeur. Comment décarboner le cycle de production d'une entreprise et quelles en sont les solutions concrètes. On va discuter aujourd'hui avec deux intervenants de très grande qualité pour le sujet. Édouard Foudrin, bonjour Édouard. Bonjour. Qui est coordinateur donc, de l'initiative ACT en France, l'initiative ACT, il nous en parlera dans le détail. Et Alexis Scotto d'Apollonia, qui est responsable du développement industrie chez Naldeo Technologies. Bonjour Alexis. Bonjour Benoît. Et il nous détaillera également rapidement son activité. On va articuler nos échanges à travers trois grandes questions autour de la décarbonation de ce cycle de production. La première étant, pourquoi décarboner aujourd'hui le cycle de production d'une entreprise ? Quelles sont les contraintes mises en œuvre, qu'elles soient d'ordre réglementaire ou économique? Deuxième question, et c'est le cœur du sujet, comment décarboner ce cycle de production et quelles sont les solutions concrètes? Et enfin, quels sont les facteurs de succès de cette stratégie de décarbonation et comment elle s'intègre de manière générale dans l'activité économique? Alors, pour commencer, on va effectuer une brève présentation. Les participants vont effectuer une brève présentation de ce qu'ils font. Commencez par Édouard, je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites concrètement à l'ADEME sur ce sujet? Alors, l'ADEME, merci Benoît, merci du coup à BPI aussi pour l'invitation. À l'ADEME, donc, on est l'agence de la transition écologique et on est vraiment engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Alors, on mobilise du coup l'ensemble des acteurs, que ce soit les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, pour du coup leur donner les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. On est aussi sur plusieurs domaines d'activité. On travaille sur l'énergie, on travaille sur l'air, on travaille sur l'économie circulaire, le gaspillage alimentaire, les déchets, les sols, etc. Donc beaucoup aussi de domaines. Et en fait, l'idée, c'est de conseiller, faciliter, aider au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu'au partage des solutions. Okay. Donc on met en œuvre nos capacités d'expertise, de prospective au service des politiques publiques. On est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
D'accord. Et BPI France, d'ailleurs, travaille étroitement avec vous sur les sujets de transition énergétique et d'accompagnement de manière générale des entreprises. On en parlera juste après. Tout à fait. Alexis, à votre tour pour Naldeo. Bien sûr. Alors Naldeo, c'est d'abord un groupe au service de la transition écologique. C'est aussi une ingénierie de à peu près 240 personnes, 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est membre de la communauté du Coq Vert, dont a parlé Anne Guérin tout à l'heure. Et j'appartiens plus précisément à la branche qui s'occupe d'industrie, qui s'appelle Naldeo Technologie et Industrie, et dont les activités sont d'abord du conseil à l'innovation, de la maîtrise des risques, des solutions digitales pour la production d'énergie décentralisée, et puis un volet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, celui de la performance industrielle, qui vise à améliorer à la fois les utilités, production de chaleur, de froid, d'air comprimé, etc., au service du process, et l'amélioration, dans certains cas, du process également. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On accompagne nos clients industriels qui sont des PME, des ETI, des filiales de grands groupes à réaliser, à progresser dans leur décarbonation, mais également la réduction de leur empreinte environnementale dans des secteurs aussi variés que l'agroalimentaire, la chimie, la métallurgie, la plasturgie, etc., etc. Voilà. Et notre credo, c'est de fournir à ses clients un service clé en main qui va depuis la réalisation des études jusqu'à la conception détaillée, le choix des fournisseurs, la réalisation, la vérification du fonctionnement et des gains annoncés au départ, puis la formation, l'accompagnement des clients dans la prise en main de ces nouveaux matériels. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alexis. Donc, on voit que là, vous avez un rôle finalement assez complémentaire de celui de l'ADEME pour accompagner les entreprises Tout à fait. à la mise en œuvre de solutions concrètes, notamment sur la décarbonation du cycle de production. Tout à fait. On verra qu'on s'appuie beaucoup sur des productions de l'ADEME, des outils, des standards, etc., voire même des financements. On verra aussi. Ouais. Alors, rentrons dans le cœur du sujet et celui de la décarbonation du cycle de production. Je rappelle que l'ensemble des participants peuvent réagir aux propos qui sont évoqués à travers notamment le chat du site et les questions seront traitées ensuite. Alors, première question, si je me mets d'un point de vue de l'entreprise, pourquoi c'est le moment de décarboner mon cycle de production? Qu'est-ce qui m'incite à faire ça aujourd'hui? Quelles sont les contraintes mises en œuvre et finalement aussi quelles sont les opportunités? Peut-être Alexis, si vous voulez débuter. Alors, je répondrai à votre question, Benoît, en deux parties. D'abord, pourquoi est-ce qu'on agit? Et puis ensuite, pourquoi maintenant? Alors, pourquoi est-ce qu'on agit? La première raison, on l'a vu apparaître tout à l'heure dans les statistiques associées à la présentation de BPI France, elle est éthique. Elle est éthique parce que c'est la responsabilité de chacun aujourd'hui de contribuer à faire face à toutes ces menaces qui pèsent sur nos sociétés, la raréfaction des ressources naturelles, le changement climatique, etc., etc. Et nous rencontrons dans notre pratique au quotidien, c'est une réalité, des patrons de PME, de TI qui sont convaincus qu'ils ont un rôle à jouer, qui sont convaincus que s'ils veulent assurer la pérennité de leur activité, il faut investir pour réduire leur empreinte environnementale et décarboner leur activité. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, elle est plus d'ordre pragmatique. Pourquoi? Parce que les entreprises doivent faire face à des risques économiques qui sont la conséquence de la pression des parties prenantes, de l'écosystème dans lequel ils sont insérés, que ce soit des ONG qui les qualifient en fait vis-à-vis de leur performance environnementale, que ce soit des financeurs qui évaluent leur capacité à se projeter dans l'avenir et donc la pérennité de leurs affaires avant de leur prêter de l'argent. Donc ça peut être des banques, des fonds d'investissement, etc. Les clients.
évidemment, qu'ils soient B2C, vous et moi, quand on est dans le supermarché, ou bien des clients B2B qui vont imposer des chartes d'achat responsable, etc., à leurs fournisseurs de rang 2, voire même aux fournisseurs de rang 3, etc. Et enfin, la pression réglementaire. Qui pourrait aller grandissant, hein, comme par exemple l'industrie automobile l'a connu, hein, avec des niveaux de sévérité croissants. Au niveau européen, oui. Tout à fait, oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que la pression européenne a été de plus en plus forte dans cette industrie en particulier. Bien sûr. La troisième raison qui pousse de ce qu'on observe dans notre pratique sur le terrain, qui pousse un patron à s'engager, ce sont les opportunités. Alors, les opportunités à court terme, des gains économiques, hein, vous réduisez votre facteur énergétique, de facto, vous gagnez de l'argent, vous dépensez moins. Et là, on voit que ce sujet, d'ailleurs, est d'autant plus important que la consommation énergétique est importante sur les sites. Tout plus à la fait. consommation énergétique est importante, plus potentiellement le potentiel de réduction, notamment au niveau économique, est important. Et les prix de l'énergie eux-mêmes les prix de l'énergie, voilà. Donc, ce gain-là, il peut aller grandissant. C'est la première chose. Le deuxième point, c'est qu'on peut arriver dans certains cas à même envisager des nouvelles lignes de valeur, en fait. Et on peut valoriser des nouveaux marchés. Un exemple concret, ça pourrait être récupérer de la chaleur fatale dans un process et je ne sais pas, la revendre sur un réseau de chaleur qui va lui-même alimenter en chaleur des bâtiments un petit peu plus loin qui sont dans une ville à côté. Ce genre de choses, c'est possible. C'est pas forcément très simple à mettre en œuvre, mais c'est possible. Donc ça, c'était le pourquoi. Maintenant, pourquoi maintenant ? Alors pourquoi maintenant ? Vous le savez bien, BPI-France, pour activer ces leviers de compétitivité, on est dans un contexte qui est extrêmement favorable parce que l'investissement est très largement soutenu par les pouvoirs publics, avec des dispositifs qui sont plus ou moins applicables en fonction du type d'activité qu'on veut mener, de type de projet qu'on a en tête, que ce soit des certificats d'économie d'énergie ou bien des subventions dans le cadre de l'ambitieux plan de France Relance qui a été lancé à l'automne dernier. Voilà. Donc, ça, on rentrera peut-être dans le détail après sur les modalités concrètes, mais en tout cas, on voit que le sujet ne se réduit pas uniquement à des contraintes, mais présente aussi des opportunités, notamment en matière de développement économique. Édouard, sur ce sujet du pourquoi maintenant et pourquoi décarboner mon cycle de production, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis assez d'accord avec cette logique un peu contrainte d'un côté, mais aussi opportunité. Clairement, effectivement, nous, quand on discute à l'ADEME avec les entreprises, avec les industriels en particulier, on peut observer un peu de positions. La première, c'est la position réactive par rapport à une pression qui existe sur ce sujet-là, sur le sujet environnemental et sur le sujet de la décarbonation. Alexis a parlé du coup de la réglementation. Il y a des systèmes de quotas carbone, il y a les bilans de gaz à effet de serre qui sont maintenant réglementaires pour un certain nombre d'entreprises. Il y a la fiscalité carbone. Benoît, vous avez parlé aussi de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone en introduction. Donc voilà, il peut y avoir une pression un petit peu externe et réglementaire. Il peut y avoir aussi une pression de la part des consommateurs, que ce soit en B2B ou en B2C, de la part des clients, de la part aussi des donneurs d'ordre dans les appels d'offres et les marchés publics. Et puis même en interne, des fois au sein du groupe, on peut être une filiale et puis appartenir à un groupe qui nous met la pression justement pour travailler sur ces sujets-là. Donc voilà, ça c'est le côté un petit peu plus position réactive, mais effectivement ce sont aussi des opportunités et on peut avoir une position du coup plutôt proactive sur le sujet de la décarbonation. La démarche carbone, elle peut clairement être identifiée comme un outil de chasse au gaspillage. Je discutais avec des entreprises il y a 2 semaines de cela lors d'un autre webinaire. Clairement, elles avaient identifié les démarches de type bilan d'émissions de gaz à effet de serre comme étant un outil permettant de travailler sur le gaspillage et en travaillant par exemple sur
l'optimisation énergétique, des flux énergétiques, l'optimisation aussi des intrants, des achats, donc tout ce qui est matière, travailler sur les circuits courts, sur les circuits mieux maîtrisés. Donc ça, c'est vraiment travailler sur le carbone, ça permet d'identifier ces flux-là et de les optimiser, bien sûr. Et puis, ça a été dit aussi, je reprendrai ce qui a été dit pendant la petite vidéo introductive, c'est aussi l'opportunité de développer une stratégie de développement, entre guillemets, nouvelle donne, en s'adaptant du coup à ce nouveau contexte, en travaillant sur un nouvel indicateur de suivi de la performance globale et de pouvoir se différencier par rapport à d'autres. Donc c'est aussi, on peut anticiper le futur et travailler sur de nouveaux sujets, de nouveaux marchés, de nouveaux business models qui permettront à l'entreprise d'être viable dans une économie décarbonée. Ok, merci beaucoup Edouard. Donc, on voit au-delà du sujet contrainte, opportunité, que le sujet de la décarbonation du cycle de production s'inscrit dans une démarche d'interconnexion avec les clients et les fournisseurs, en tout cas à travers une pression globale de la chaîne. Et ça, c'est un élément qui n'est pas forcément évident et on va justement en parler parce que de manière concrète, si je me mets à la place d'un chef d'entreprise et que je souhaite décarboner mon cycle de production, que j'appartienne d'ailleurs à une entreprise qui émet beaucoup de CO2, qui fait partie des énergo-intensifs et qui génère 70% des émissions de CO2 du secteur, ça on ne l'a pas dit, mais c'est quand même un élément important, et les 30% restants qui génèrent ce qu'on appelle des émissions diffuses, mais qui constituent le reste du secteur. Donc, de manière concrète, quelles sont les solutions aujourd'hui? Comment décarboner mon cycle de production? Edouard, on peut peut-être commencer par le cadre justement fixé par l'ADEME, et notamment en lien avec ce qu'on a fait à BPI France avec vous, pour accompagner les entreprises. Ouais. Alors sur le sujet effectivement de la décarbonation, c'est important effectivement entre guillemets de faire les choses dans l'ordre et d'agir selon son niveau de maturité. Du coup, à l'ADEME, nous, le premier échelon, le premier niveau, ça reste de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou un bilan carbone. On préfère effectivement le terme de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, et bilan carbone étant plutôt une méthode et un outil associé à ça. Bref, cet exercice-là, il va être super important puisque ça va être la première étape et ça va permettre d'identifier les sources d'émissions de gaz à effet de serre et les postes contributeurs et les postes significatifs. C'est-à-dire, voilà, dans mon cycle de production, dans mon entreprise, est-ce que j'ai un enjeu sur les émissions directes, sur les émissions indirectes liées à l'énergie, sur les émissions indirectes aussi. C'est important de travailler sur ça. Si on ne connaît pas son bilan d'émissions de gaz à effet de serre, entre guillemets, son profil en carbone ou sa carte d'identité carbone, c'est difficile après de se projeter et de parler de décarbonation. Donc il faut vraiment faire ce premier état des lieux. Et ça, sur cet état des lieux, comment je fais en tant que chef d'entreprise pour faire mon bilan d'émissions de gaz à effet de serre, mon bilan carbone concrètement? Alors, il y a du coup plusieurs solutions. Ça peut être une condition réglementaire pour certaines entreprises, c'est plutôt volontaire pour d'autres, mais voilà, il existe des outils et des méthodes. Il y a la méthode qui est sur notre site internet, qui est sur par rapport à l'exercice réglementaire. Je viens de parler du bilan carbone qui est maintenant porté, qui est historiquement à l'ADEME, qui est maintenant porté par l'association Bilan Carbone, qui permet de travailler justement sur ce sujet-là. Voilà, il y a des normes internationales aussi sur comment bien quantifier et reporter ces émissions de gaz à effet de serre. Je pense à la norme ISO 14064-1 par exemple. Donc voilà, il y a toute une palette d'outils et de méthodes qui existent qui permettent de travailler sur ce sujet-là. Et Edouard, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Enfin, c'est compliqué à mettre en œuvre? Non, c'est pas compliqué à mettre en œuvre. La difficulté, c'est de bien connaître effectivement l'ensemble des flux qui interviennent dans l'entreprise. Donc ça peut être, on va dire, plus ou moins chronophage. Enfin, j'aime pas le terme vraiment chronophage. Ça peut être plus ou moins long selon effectivement la capacité de l'entreprise à aller collecter toutes les informations qui vont être source d'émissions de gaz à effet de serre. Mais l'exercice en tant que tel n'est pas un exercice très compliqué. Comme tout exercice d'évaluation, ce qui va vraiment prendre du temps, c'est cette collecte de données, mais rien de difficile, rien d'impossible pour une entreprise. Qu'elle le fasse en interne ou qu'elle s'appuie aussi sur un consultant, ce qui est possible pour cet exercice-là.
Ce qui est possible à travers différents cabinets, effectivement, spécialisés dans le domaine du bilan carbone, du bilan de gaz à effet de serre, comme on vient de l'évoquer. Alors, du coup, une fois que ce bilan est fait, avec une aide externe ou à travers une ressource interne, comme vous l'avez dit, Édouard, comment on construit sa stratégie de décarbonation, finalement? Alors, ça, voilà, comme je disais, le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ça reste le point de départ, c'est le point de référence. Après, l'idée, c'est effectivement, si on parle de décarbonation, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut aller au-delà, il faut se projeter. Et du coup, à l'ADEME, on a développé une initiative qui s'appelle ACT, donc Assessing Low Carbon Transition. Alors, on l'a développé du coup avec le CDP, historiquement. Et un des volets de l'initiative ACT, c'est justement d'accompagner les entreprises, les industries dans leur stratégie de décarbonation. Ça s'appelle ACT pas à pas. On vient du coup de le développer. Et l'idée, c'est justement en 5 étapes, c'est de développer cette stratégie de décarbonation. Donc les 5 étapes, ça va être, dans un premier temps, je réalise mon diagnostic. Alors, ce n'est pas un bilan carbone, c'est un diagnostic de maturité, c'est différent. On va du coup s'appuyer sur ce qui a été fait au niveau du bilan d'émissions de gaz à effet de serre. On va identifier du coup les enjeux et les challenges pour l'entreprise. On va aider l'entreprise à développer sa vision en termes de décarbonation, comment elle se positionne sur ce sujet-là et comment elle se projette du coup dans le temps. C'est à quel horizon d'ailleurs, se projeter dans le temps, on parle de combien de temps à peu près? L'idée, c'est d'avoir effectivement une vision la plus lointaine possible. Alors souvent, on parle effectivement de 2050. 2050, ça peut être éloigné. Mais nous, ce qu'on préconise en fait à l'ADEME, c'est de se fixer des horizons lointains, tout en se fixant aussi des horizons assez rapprochés, donc court et moyen terme, de manière à se définir vraiment une trajectoire. Donc voilà, l'idée c'est que on est en 2020, on puisse se projeter à 2030, voire au-delà, 2050, mais tout en se fixant quand même des échéances intermédiaires, de manière à ce que on ait un chemin qui soit à peu près tracé devant nous. Donc voilà, ça c'est au niveau de la stratégie. Et les autres étapes de Acte pas à pas, c'est justement de développer maintenant ces objectifs. Donc quels vont être mes objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et quel va être mon plan d'action associé. Alors, on va du coup travailler sur 4 niveaux de stratégie. La gouvernance de la stratégie de décarbonation, les impacts de la stratégie bas carbone sur les activités de l'entreprise, le management de sa stratégie bas carbone, et puis on va travailler sur le côté un peu indicateur et objectif métrique. Donc c'est aussi 4 niveaux qui vont être utilisés. Pour nous, en fait, pour juste 2 choses pour finir là-dessus. La stratégie, c'est vraiment une vision d'ensemble. La stratégie de décarbonation, c'est une vision d'ensemble. Ça doit concerner les objectifs de réduction. Quels sont mes objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et comment je fais en sorte qu'ils soient alignés avec les trajectoires de décarbonation. Mais c'est aussi l'ensemble des moyens et des actions que je vais mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc, on va regarder du coup les investissements matériels, donc les investissements dans les actifs, l'investissement en recherche et développement bas carbone, la performance des produits que je vends, s'il y a un enjeu sur les performances des produits vendus, le management de ma transition en interne, mon engagement avec les fournisseurs, mon engagement avec les clients, mon engagement public et ma réflexion sur de nouveaux business models. Pour ça, c'est l'ensemble des composantes d'une bonne stratégie de décarbonation et c'est justement avec Acte pas à pas ce qu'on veut mettre en œuvre avec une quinzaine d'entreprises. Donc là, du coup, c'est l'accélérateur qu'on développe avec vous, avec BPI France. On cherche à travailler du coup avec une quinzaine d'entreprises, cible industrielle, mais pas que. L'accélérateur, peut-être pour rappel, donc c'est l'accélérateur consacré à la décarbonation justement et qui est lancé en ce moment et qui vise à accompagner justement les entreprises, certaines entreprises, pour décarboner leur production et leur activité de manière générale. Tout à fait. C'est un accélérateur qui va du coup démarrer en octobre et on va lancer du coup l'appel à la manifestation d'intérêt là, du coup en avril 2021. C'est un accélérateur qui du coup est super intéressant puisqu'il y a du coup un côté un peu parcours université, donc sensibilisation sur toute cette thématique de décarbonation, plus un parcours conseil de 2 ans, en s'appuyant notamment sur Acte pas à pas que je viens de décrire, avec du coup un ticket d'entrée autour de 22 kg € pour les entreprises. C'est vraiment un accélérateur qui est intéressant pour travailler sur le sujet de décarbonation et pour, on va dire, voilà, réaliser cette étude qui va permettre de tracer le chemin. Pour finir là-dessus, il y a effectivement l'accélérateur décarbonation de BPI. Il y a aussi d'autres guichets sur la décarbonation. Il y a
dans le cadre on a parlé de France Relance, il y a le volet tremplin pour la transition écologique des PME qui intègre aussi du coup des sujets sur la décarbonation et notamment sur une étude acte pas à pas. Et puis il y a aussi d'autres guichets possibles directement à l'ADEME avec des subventions possibles. Mais c'est vrai que cet accélérateur-là, il est vraiment intéressant parce qu'il y a ce côté université et parcours conseil, et puis donc du coup, et c'est une opération collective. Et c'est vraiment un guichet qui est intéressant pour ces 15 entreprises. Et Édouard, je pense qu'on peut dire aussi que en parallèle de la construction de cette stratégie globale, cette stratégie d'entreprise, rien n'empêche une direction d'entreprise d'engager des actions très concrètes à court terme sur la base du bilan carbone qui aura été réalisé et l'empilement d'actions priorisées par temps de retour sur investissement, par exemple, par difficulté, par niveau de modification du process, etc. Enfin, c'est possible d'en tirer des actions concrètes qui engage les salariés de l'entreprise, ses partenaires, à obtenir des gains à très court terme, tout en construisant une vision à plus long terme avec des étapes comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Ça c'est une mise en œuvre qu'on observe assez régulièrement dans nos interventions auprès d'industriels. Oui, tout à fait, merci Alexis. C'est vrai que pour nous, la stratégie, c'est important de développer une stratégie avec un cadre, tel que je viens de le décrire, donc en se fixant des objectifs de réduction, mais pour atteindre ces objectifs, il faut définir un plan d'action, le mettre en œuvre et le suivre, et c'est vraiment ça qui est important. Pour nous, la stratégie sans action, ça ne marche pas, il faut des objectifs, mais il faut des actions concrètes derrière, et des actions à mettre en œuvre à court terme et aussi d'autres qui sont peut-être plus à moyen long terme. Sachant que le foisonnement d'aides qui sont accessibles aujourd'hui, qui sont substantielles, peuvent modifier le classement des actions et en fait promouvoir des actions qui sont a priori peut-être complexes ou un peu longues à mettre en œuvre parce que le contexte est favorable en termes de soutien à l'investissement. Alors justement, là, une fois que le cadre est fixé, entre guillemets, une fois que j'ai fait, et je me mets du point de vue de l'entreprise, mon bilan carbone, ma stratégie de décarbonation, notamment à travers l'initiative Acte pas à pas, il s'agit maintenant de décarboner de manière concrète mon cycle de production et d'adopter des solutions pour mon entreprise qui me permettent d'avoir des gains rapides, on l'imagine, et puis des gains qui s'inscrivent dans le plus long terme. Alors, Alexis, comment faire? Qu'est-ce qui, à court terme et à plus long terme, me permet de décarboner mon cycle? Alors, on vient de le dire, on s'appuie sur donc cette phase de diagnostic qui est absolument essentielle, puisqu'elle permet de classer les choses de façon objective, sans a priori, parce que ça arrive assez souvent d'avoir des a priori et de se tromper parce que les chiffres ne mentent pas. Et sur cette base-là, on construit un plan d'action qui généralement se divise en deux catégories d'actions. La première catégorie, ce sont des actions qu'on peut qualifier de quick wins, des gains rapides, des actions relativement simples à mettre en œuvre, qui permettent d'éviter de trop toucher au process ou aux utilités, de ne pas changer le setup de l'usine, mais d'obtenir des gains quand même. Alors, des gains qui ont des temps de retour sur investissement généralement de l'ordre de l'année, de quelques mois à une année. Et quel genre d'action est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans ce cas de figure? Ce sont typiquement soit des actions vraiment techniques très simples, changer l'éclairage du site par des LED, c'est une action qui est très répandue et qui est robuste avec des objets techniques. Et là, les gains en moyenne sont quand même assez importants. C'est-à-dire qu'on a des gains substantiels sur ce sujet-là, par exemple. Après ça dépend. Ça dépend évidemment. Mais oui, ça peut être une opération qui génère du succès. Ce sont des choses qui se font beaucoup dans l'industrie. L'autre type d'action, toujours à court terme, c'est l'optimisation des paramétrages des consommateurs d'énergie. Donc ça peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire en évitant des dérives, par exemple en agissant sur la maintenance, par exemple la collection de données sur site
site permet, par des systèmes d'acquisition informatisés, permet de détecter un mauvais comportement d'un appareil et d'anticiper une maintenance, par exemple. Ouais. Ça peut être l'amélioration du profil d'usage des consommateurs, par exemple éviter de maintenir un consommateur actif pendant le week-end ou pendant la nuit. Ça peut être optimiser des temps d'ouverture et de fermeture, enfin optimiser les cycles de fonctionnement des consommateurs pendant le process à ISO-fonctionnement général. Donc ça, c'est des choses qui sont très accessibles et pour lesquelles on peut obtenir des gains de quelques pourcents à la dizaine de pourcents de consommation d'énergie relativement facilement, avec des outils qui sont simples à mettre en œuvre, des temps d'intervention d'ingénierie comme la nôtre de quelques semaines à quelques mois et des gains qui sont assez certains, voire même qui font l'objet d'engagement dans certains cas. Donc ça, c'est la première grande catégorie, sont les gains à court terme. Après, il y a la deuxième catégorie, évidemment, ce sont les gains plus significatifs, mais qui, eux, nécessitent des interventions significatives sur les utilités ou sur le process lui-même. Alors ça, évidemment, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Néanmoins, ça se fait. Ça nécessite de mettre en place un projet d'ingénierie avec un financement, un plan de financement particulier qui va reposer sur des prêts, sur l'intervention de mécanismes de financement qui sont multipliés ces derniers temps. Beaucoup d'options, du crédit bail, etc., des tiers financements qui sont plus élaborés et qui nécessitent un peu de savoir-faire en complément des subventions. Les solutions qu'on met en œuvre dans ce cas de figure, comme je l'ai dit, elles sont de plus grande ampleur. Vous avez mentionné, Benoît, la récupération de chaleur fatale. Typiquement, c'est le genre de choses qui sont générateurs de gains. Voilà, un process produit de la chaleur. Vous la récupérez des échangeurs. Vous allez l'utiliser pour préchauffer un autre process. Vous allez l'utiliser pour chauffer des bâtiments, etc. Donc, ou la stocker pour la réutiliser plus tard à un autre moment dans l'année. Vous allez, par exemple, produire de l'énergie renouvelable sur votre site grâce à de la géothermie ou du solaire thermique pour chauffer de l'eau. Vous allez électrifier des process, remplacer l'usage du gaz, par exemple, par de l'électricité pour réduire le facteur d'émission de gaz à effet de serre. Ça d'ailleurs, c'est un vecteur de décarbonation important. Enfin, l'électrification des usages et de manière générale la production de chaleur renouvelable à travers l'électrification ou l'utilisation de biogaz, par exemple, dans l'industrie. Les solutions sont pas toujours évidentes. Alors, on a l'habitude de dire dans notre activité que chaque site est différent, que chaque process est différent. Bien sûr. Cette ingénierie, elle est difficilement standardisable. Il faut étudier chaque cas de figure. Même au sein d'un même groupe, sur différents sites, vous pouvez avoir des configurations. Mais justement, on choisit une solution plutôt qu'une autre, adaptée au contexte, adaptée aux usages, adaptée aussi aux flux logistiques, etc. Donc ça nécessite un savoir-faire qui ne se photocopie pas à l'infini. Il faut du savoir-faire, il faut aller voir sur place, il faut travailler avec les équipes locales pour réussir à le mettre en œuvre. C'est du cas par cas en fonction des activités, des secteurs d'activité et puis des technologies envisagées. Et sur ce sujet-là, Edouard, peut-être que l'ADEME a des fiches ou des éléments intéressants à regarder. Oui, merci Benoît. Effectivement, du coup, on a pas mal de ressources pour justement inspirer les entreprises et les industries. On est aussi dans notre rôle effectivement de partage. Et je pense à plusieurs sources. On a sur notre site adem.fr des fiches de retour d'expérience d'entreprises qui ont mis en place des solutions. Donc, ça permet effectivement de trouver de l'inspiration. Je pense aussi à l'initiative QuantiGS qui permet effectivement de quantifier l'impact gaz à effet de serre d'une action de réduction des émissions. Et on a aussi des fiches d'actions qui dépendent de ça. Alors, ce n'est pas uniquement forcément production, mais voilà, on va pouvoir trouver aussi des choses inspirantes du côté de QuantiGS. De manière beaucoup plus récente, on vient de développer aussi un parcours décarbonation de l'industrie qui est disponible sur la plateforme Agir. Vous avez le site, le lien qui apparaît normalement
actuellement sur mon fond d'écran. Donc, vous pouvez vous y rendre et consulter ça sans souci. Allez-y. Et puis, je pense aussi pour les industries un petit peu plus lourdes, plus émettrices de gaz à effet de serre, les plans de transition sectorielle sur lesquels on travaille aussi. Ouais. C'est le service industrie du coup de l'ADEME qui travaille sur ces sujets-là et qui vise du coup à développer aussi une trajectoire de décarbonation pour ces industries. On a notamment travaillé sur le ciment et avec l'identification de technologies qui vont permettre de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, je pense à toutes ces ressources-là. N'hésitez pas à aller les consulter et comme ça peut être source d'inspiration effectivement pour vous, pour mettre en œuvre des actions du côté des industries. Et je le dis très clairement, nous n'hésitons pas à aller les consulter, Edouard, parce que il y a sur le site de l'ADEME une mine d'informations qui est absolument colossale. Et donc une fois qu'on a choisi des solutions, qu'on a construit un plan de financement, qu'on peut s'engager, alors là, c'est le moment de lancer un projet d'ingénierie somme toute assez classique, avec une conception de détail, des cahiers des charges fournisseurs, des choix de fournisseurs, une réalisation sur le terrain, l'organisation de travaux, une réception qui permet avant de lancer la production, de vérifier qu'on obtient bien les performances qui sont attendues et qu'on a vendues au départ. Et je voudrais souligner un point qui me semble important pour les personnes qui nous écoutent et qui représentent des entreprises. La plupart du temps, les technologies dont on parle sont des technologies qui sont éprouvées, robustes, connues, ça c'est important, qui ne sont pas, c'est pas de la science-fiction, il ne s'agit pas d'aller sur la Lune, ce sont des matériels qui sont produits non pas en masse puisqu'ils sont adaptés à chaque cas de figure, mais des technologies qui fonctionnent, pour lesquelles les gains sont avérés, pour lesquelles la tenue dans le temps est validée, etc., pour lesquelles les fournisseurs sont largement compétents, parfois des fournisseurs français ou européens. Donc ça me semble vraiment important pour notre auditoire aujourd'hui, parce que on peut avoir l'impression de se lancer dans quelque chose d'assez hasardeux, d'assez risqué vis-à-vis de la production, et notre expérience, c'est que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, et cet élément-là est intéressant. Ce n'est pas le cas au niveau technique, mais peut-être aussi au niveau financier. Il s'agit là de rappeler que les stratégies de décarbonation et leur déclinaison s'inscrivent dans une rentabilité de l'activité. Et donc, il s'agit d'un investissement, autrement dit, rentable, et ce n'est pas de l'argent à perte. Donc, c'est un élément de compétitivité de l'entreprise. Et ça, je crois que c'est quand même un élément aussi très important. Au-delà des gains environnementaux, il y a un aspect compétitivité. L'entreprise se renforce de ce point de vue-là. Et nous tâchons avec nos clients d'assurer des temps de retour sur investissement, y compris dans les opérations les plus structurantes, les plus importantes, de garder, en tenant compte de toutes les aides, des temps de retour sur investissement qui sont de l'ordre de 3 ans, pour pouvoir aider l'entreprise à se développer à un horizon qui est raisonnable. Ouais, avec des technologies éprouvées. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de notre échange pour couvrir un sujet qui est évidemment très large et qui dépend des secteurs d'activité, mais en tout cas, voilà les outils, en tout cas le cadre fixé pour décarboner votre cycle et les outils concrets qu'on peut mettre en place. Alors, dernier élément, quels sont les facteurs de succès de la décarbonation de mon cycle de production, et comment il s'inscrit de manière générale dans mon activité économique? Peut-être Alexis, rapidement, vous pouvez commencer sur ce point, on pourra en parler avec Edouard. En quelques mots, je dirais qu'un facteur de succès, c'est de commencer tôt, même avec des actions modestes, mais de commencer, de mettre le pied à l'étrier rapidement. Le contexte est favorable, cette fenêtre d'opportunité ne va pas durer éternellement. Je dirais que ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est oui, c'est important d'avoir une volonté de la direction générale, une stratégie d'ensemble. C'est une formidable occasion d'emmener avec l'entreprise
tout l'ensemble des parties prenantes, donc fournisseurs, clients, financeurs, mais aussi, c'est pas anodin, les salariés, parce que s'engager dans cette démarche, c'est aussi se projeter dans l'avenir, c'est aussi montrer son engagement à respecter l'environnement et la planète. C'est aussi l'occasion de s'adresser aux jeunes qui seront embauchés demain, après-demain, etc., qui sont de plus en plus sensibles à ces questions. Donc c'est bien au-delà des aspects économiques et des aspects réglementaires, c'est un projet d'entreprise qui touche toute l'entreprise à tout niveau. Un facteur de succès de l'entreprise, d'ailleurs, qui renforce, on ne l'a pas dit comme ça, mais son attractivité à travers la fédération des salariés et l'image véhiculée. Bien sûr, et j'ai l'occasion d'échanger avec des jeunes ingénieurs en ce moment dans le cadre de mes activités, et une grande partie d'entre eux sont très sensibles à ces questions. Édouard, sur ce sujet, du coup, des facteurs de réussite et de manière générale de l'intégration de la décarbonation dans le cycle d'activité? Je rejoins effectivement ce que vient de dire du coup Alexis. Je rajouterais une composante qui me paraît essentielle, c'est de se mettre dans une position d'amélioration continue. Je pense qu'effectivement, c'est important de définir sa stratégie de décarbonation, de mettre en œuvre des actions. On l'a vu, des actions à court terme, des actions à moyen terme. Mais derrière, c'est savoir aussi, du coup, quelque part se remettre en question. Et je reboucle, du coup, avec l'initiative ACT. J'ai parlé du premier volet, je n'ai pas parlé du deuxième volet. Le deuxième volet, c'est la partie évaluation. Est-ce que ma stratégie de décarbonation, est-ce que mes actions sont suffisamment significatives, ambitieuses pour être compatibles avec les trajectoires de décarbonation avec l'accord de Paris. Et on développe ça aussi, et c'est assez intéressant de faire ça pour justement avoir un exercice d'évaluation, de notation, savoir si on est suffisamment performant en termes de stratégie, d'objectifs et d'action. Et c'est ce côté un peu amélioration continue qui est important, puisque avec Acte Évaluation, on va identifier du coup les points forts, ce qu'on a très bien fait en termes de décarbonation, et ce qu'on peut encore faire, et encore les points d'amélioration. Donc c'est pour ça que ça me paraît effectivement important de travailler là-dessus. Peut-être pour ajouter aussi et ouvrir, je pense que là, on a beaucoup parlé de décarbonation du cycle de production. Il faut pas oublier aussi que dans les émissions de gaz à effet de serre, on a aussi des enjeux pour certaines entreprises qui peuvent être sur les émissions indirectes, donc les achats de matières par exemple, les déplacements, les utilisations des produits en phase d'utilisation. Il ne faut pas oublier ça dans la décarbonation, c'est aussi quelque chose qui est important selon les profils des entreprises. Bien sûr, il ne s'agit pas de travailler sur l'ensemble des postes, mais de travailler sur les postes significatifs, donc c'est important du coup d'avoir ça en tête. Et puis de manière encore un petit peu plus large aussi, on a beaucoup parlé de décarbonation aujourd'hui, c'est important aussi de travailler sur la transition écologique. La transition écologique, elle passe aussi par d'autres sujets que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut parler de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, de la biodiversité, de la pollution, de l'eau, de la consommation d'eau. C'est aussi des thématiques qui sont importantes. Et avant, je travaillais dans l'analyse de cycle de vie. C'est important de travailler sur plusieurs enjeux pour éviter ce qu'on appelle les transferts de pollution. C'est-à-dire, si je travaille sur, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, mais que derrière, je booste ou j'ai un impact vraiment négatif sur un autre enjeu environnemental, c'est pas forcément souhaité non plus. Donc l'idée, c'est d'avoir cette vision un peu globale sur l'ensemble des enjeux environnementaux qui sont significatifs pour l'entreprise et d'essayer de réduire à chaque fois son empreinte, bien sûr carbone, mais aussi son empreinte environnementale. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ajoute, excusez-moi Benoît, le fait qu'on utilise chez Naldeo un outil en complément du bilan carbone qu'on appelle le Diag Ecoflux, que BPI France nous a mis à disposition. Qui permet d'avoir une approche effectivement exactement, et qui permet au même moment de regarder non seulement la partie carbone, mais aussi les flux matières, l'eau, l'ensemble des flux, etc., et de définir des plans d'action qui intègrent les autres aspects de la transition écologique à un prix qui est vraiment très faible. Ça sera l'occasion d'un prochain échange où on pourra effectivement détailler cette approche multisectorielle et multiflux. Il me reste à vous remercier vivement de la qualité des échanges et notamment des détails que vous avez apportés sur la décarbonation concrète du cycle de production. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler. On est là pour y répondre. Avec plaisir, ouais. Et très bonne journée, en espérant que vous assistiez aux autres
ateliers qui sont également très intéressants, et notamment à la plénière de cet après-midi. À bientôt, très bonne journée, merci à tous. Merci. Au revoir, bonne journée.